Bonjour à tous, pas de vidéo en extérieur cette semaine. C'est ce qui arrive aux gens qui confondent la pleine mer avec la basse mer et qui ont prévu de faire une sortie sur la côte. Je vais quand même profiter de cette vidéo pour vous parler de mon flux de travail entre Lightroom et Photoshop. À partir du moment où je vais prendre ma carte mémoire, la mettre dans mon ordinateur et jusqu'au moment où je vais finaliser mon image dans Photoshop. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire une vidéo sur le développement, mais bien de vous expliquer comment j'ai configuré Lightroom et Photoshop pour créer un flux de travail non destructif de bout en bout et avec quelques réglages aussi qui permettent de se simplifier la vie entre les deux logiciels. Je vais donc commencer par mettre ma carte mémoire dans mon ordinateur. Hop, je la sors dans mon appareil et je la mets ici et on se retrouve tout de suite sur l'écran. Alors, à ce moment-là, j'ai configuré Lightroom pour que, enfin, c'est pas Lightroom que j'ai configuré dans un premier temps, mais Windows, de façon à ce que lorsque je mets ma carte mémoire dans mon lecteur de carte mémoire, il exécute une action en détectant ce support amovible, et cette action, c'est démarrer Lightroom. J'ai par contre configuré Lightroom de façon à ce que, à chaque démarrage, il me demande quel catalogue je souhaite utiliser. Dans mon flux de travail, j'ai l'habitude d'utiliser plusieurs catalogues que je classe par année. Je vais donc choisir ici mon catalogue 2021 et je fais ouvrir. Donc Lightroom démarre, il ouvre le catalogue 2021 et je l'ai également configuré pour qu'il détecte automatiquement donc l'ajout d'une carte mémoire et ainsi de lancer le module d'importation au démarrage de Lightroom lorsqu'une carte mémoire est insérée. Donc je me retrouve directement dans mon écran d'importation. Je vais vous faire voir dans quelques instants où est-ce que vous pouvez aller pour avoir les mêmes réglages du catalogue, du choix du catalogue au démarrage de l'application et sur le fait que le module d'importation se charge automatiquement au démarrage de Lightroom lorsqu'une carte mémoire est insérée. Donc, une fois que mon module d'importation est ouvert, je vois donc la totalité des photos. Alors, on ne va pas s'étaler sur la qualité des photos que j'ai faites. J'ai fait ça vite fait tout à l'heure pour préparer cette vidéo. Je vais par contre m'arrêter un petit peu sur quelques options que j'utilise au moment de l'importation. J'ai choisi de copier ces photos au format DNG. Je choisis donc le format DNG parce que c'est un format libre et ouvert créé par Adobe. Mais justement, comme il s'agit d'un format libre et ouvert, on a la garantie de la pérennité de ce format dans le temps, ce qui n'est pas forcément le cas des formats propriétaires des fichiers RAW, comme peuvent l'être le CR2, le NEF, la RW et j'en passe encore, qui sont donc des formats spécifiques à chaque constructeur d'appareil photo. Donc Lightroom a bien détecté ma carte mémoire, il m'en affiche le contenu. Première petite chose que j'ai configurée, c'est que j'ai choisi d'appliquer pendant l'importation un paramètre de développement qui va automatiquement appliquer les corrections de l'objectif. Ce paramètre de développement correction de l'objectif est configuré automatiquement, j'insiste, pour appliquer les corrections quel que soit l'objectif avec lequel j'ai pris la photo. Ça, c'est normal, c'est le comportement par défaut de Lightroom, c'est lui qui va détecter dans les métadonnées quel est l'objectif utilisé lors de la prise de vue. J'ai également paramétré des métadonnées personnalisées sur lesquelles j'ai choisi d'afficher ou de masquer certaines données. La plupart du temps, lorsque j'utilise le module d'importation, je ne fais pas un tri à cette étape, car l'aperçu qu'on peut en avoir dans le module d'importation n'est pas de la meilleure qualité qu'il soit, et c'est difficile de faire un choix ici sur la qualité, sur la netteté par exemple d'une image. On peut néanmoins utiliser le module d'importation pour déjà ne pas importer les photos qui seraient manifestement ratées, totalement surexposées, totalement sous-exposées ou manifestement très floues. Ici, je vais choisir d'importer la totalité de mes images dans le dossier de mes photos année en cours qui s'appelle 2021 et tout va venir se classer à l'intérieur de ce dossier
en fonction de la date de prise de vue. Et donc là, j'ai juste à cliquer sur importer. Je vais juste, hop, voilà, faire en sorte que vous puissiez voir la totalité de Lightroom sur l'écran. Donc je clique ici sur importer. Donc Lightroom va copier les photos depuis ma carte SD, il va les coller à l'emplacement que je lui ai indiqué et il va les convertir au format DNG. Donc il m'informe que 18 photos ont été importées et converties au format DNG. Voilà, il m'a aussi indiqué que la carte était éjectée après l'exportation, donc je peux sans problème retirer ma carte. Donc je vais revenir un petit peu en arrière sur où est-ce que je suis allé dans Lightroom pour faire en sorte que lorsqu'il démarre, il me laisse le choix du catalogue, ça c'est intéressant si vous utilisez plusieurs catalogues, et qu'il démarre automatiquement le module d'importation. Pour ça, ça va se trouver dans le menu Édition, dans les préférences. Dans les préférences générales, je peux lui demander au démarrage charger ce catalogue, et là j'ai choisi l'option me demander au démarrage de Lightroom. Alors, sinon vous pouvez lui demander de charger un catalogue spécifique ou de charger le catalogue le plus récent. Là je veux avoir le choix parce que je veux pouvoir charger un catalogue différent selon mes sessions. Ensuite, dans les options d'importation, j'ai coché la case « Afficher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée ». Donc Lightroom, dès que je mets une carte mémoire, hop, il m'affiche la boîte de dialogue importation. Ça, c'est le premier point. Comme ça, toute cette partie est quasiment automatisée. Quand j'arrive maintenant dans ma bibliothèque, donc je retrouve toutes mes photos, et sur ces photos, il y a déjà une correction d'appliquer, puisque la correction d'objectif a été appliquée. Il en va de même pour les métadonnées, que j'ai déjà configurées en amont. L'étape suivante lorsque je développe des photos, eh bien, c'est je vais faire un premier passage de vérification. Déjà, regarder quelles sont les photos qui me semblent correctes, intéressantes, quelles sont les photos qui techniquement sont un petit peu justes. Et donc pour ça, tout simplement, je vais les afficher en un petit peu plus grand en utilisant la loupe que je vais appeler via le raccourci E. À partir de là, je peux vérifier un certain nombre de points. Déjà, est-ce que la photo est intéressante? Est-ce qu'elle correspond à ce que j'ai vu lorsque j'ai fait la prise de vue? Je vais aussi contrôler quelques petits points techniques. Est-ce qu'elle est totalement surexposée, totalement sous-exposée? Est-ce que la netteté est satisfaisante? Donc pour vérifier la netteté, je vais bien sûr vérifier le niveau de zoom. Voilà, je me suis trompé. Hop, je vais, s'il veut bien, voilà, venir sur 100% et en zoomant à 100%, vérifier si cette photo est nette ou pas. Bon, là, au niveau netteté, c'est correct. Bon, l'intérêt de la photo étant assez limité, donc je vais faire un premier passage en regardant mes photos les unes après les autres. En utilisant les flèches directionnelles de mon clavier, je peux passer d'une photo à l'autre. Alors voilà, elles ne sont pas toutes d'une grande qualité esthétique, mais c'est surtout pour les besoins de cette vidéo. Si je le souhaite, je peux repasser en mode gris avec le raccourci G. Bon, alors je vais faire un premier tri. J'ai déjà remarqué quelques photos qui sont soit techniquement un peu justes, ou soit pas très intéressantes. Donc je reviens en mode loupe. Celle-ci présente assez peu d'intérêt, donc je vais, moi, quand je marque mes photos, je vais utiliser le système de marqueur, c'est-à-dire le drapeau retenu ou le drapeau rejeté. Lorsque je rejette une image, j'appuie sur la touche X. C'est ici, et donc défini comme rejeté. Lorsque je retiens une image, comme pourquoi pas celle-ci, j'appuie sur la touche P comme retenu, et celle-là, hop, je la rejette. Ça, je la rejette. Celle-là, je la rejette. Celle-là, je la rejette. Celle-là, je la prends. Celle-là, je la rejette. Celle-là, je la rejette. Celle que j'ai prise, qui est donc marquée par ce petit drapeau blanc, je vais quand même vérifier. Au niveau de la netteté, alors ça prend un petit peu de temps pour le calcul de l'aperçu. Ça va, j'ai quelque chose correct. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cette image, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo.
Quand je reviens en mode grille, le mode grille m'affiche à la fois les photos retenues et les photos rejetées. Je peux aller ici sur filtre de bibliothèque, cliquer sur attribut et lui demander de n'afficher que les photos retenues, marquées, et il ne reste pas beaucoup puisqu'il reste 4. Ce filtre de bibliothèque me permet aussi, si je le souhaite, de n'afficher que les photos rejetées, et elles sont toutes ici. Donc ça, c'est un premier tri. N'oubliez pas d'ailleurs, au passage, vous voyez que ces filtres se cumulent. Je peux lui demander d'afficher à la fois les photos retenues et les photos rejetées. Auquel cas, il affiche tout. Et si j'avais utilisé d'autres filtres, j'aurais pu les utiliser ici et également les cumuler. J'ai souvent l'habitude, après avoir fait un premier passage, de revenir sur mes photos et de faire une deuxième vérification un petit peu plus poussée, vérifier un petit peu l'histogramme, vérifier un petit peu la netteté de l'image, et bien sûr voir si cette photo me plaît. Bon, parmi les 4 photos qui sont ici, j'ai bien envie de me concentrer un petit peu plus sur celle-là pour les besoins de l'exemple. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Eh bien, souvent, après cette étape de tri, et éventuellement d'un deuxième tri, je passe dans le module développement et je commence à traiter mon image. Alors, je vais aller assez vite sur le module développement, vous l'avez compris, cette vidéo n'est pas une vidéo sur le développement, j'aurai probablement l'occasion d'en faire une dans pas très longtemps. Voilà, donc j'ai fait un traitement très rapide sur cette image. Je suis donc de retour dans mon module bibliothèque. C'est une fois que j'ai traité et choisi mes images que éventuellement, enfin pas éventuellement, que je vais appliquer les mots-clés et que je vais ranger cette image dans une collection. Je commence en général par appliquer les mots-clés sur les images que j'ai retenues. Donc par exemple, en général j'ai toujours tendance à localiser. Ça, c'est pris à côté de chez moi. J'ai aussi l'habitude de préciser la saison. Le thème, là, il s'agit d'une photo donc, en campagne. Il s'agit donc d'un champ, vous voyez, donc j'ai mes suggestions de mots-clés qui sont renseignées au fur et à mesure que je complète. Donc campagne, champ, été, pays de Caux, voilà, qui me semble suffisant pour cette image-là. Si je le souhaite, je possède aussi plusieurs collections sur lesquelles j'ai regroupé par thématique, bord de mer, campagne, famille, forêt, etc. Pour l'instant, je ne range pas encore cette photo dans une collection dans l'immédiat, parce que j'en ai pas tout à fait fini avec cette image, puisque là, maintenant, je vais faire un deuxième passage, un deuxième traitement, et cette fois-ci, ce deuxième traitement, il va se faire dans Photoshop. Donc, ce que je vais faire un clic droit sur cette image, et je vais lui demander de modifier la photo dans Photoshop, mais je vais lui demander de la modifier en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Voilà, l'image est ouverte dans Photoshop, elle est donc ouverte en tant qu'objet dynamique. Pourquoi un objet dynamique? L'avantage de l'objet dynamique, c'est que je vais pouvoir appliquer un certain nombre de traitements de manière non destructive et en me gardant également la possibilité de venir retoucher à mes réglages Lightroom à l'intérieur de Photoshop. La seule différence, c'est que, comme vous pouvez le voir, si je double-clique sur mon objet dynamique, donc je demande de rouvrir le contenu de l'objet dynamique, eh bien, ça n'est pas Lightroom qui va s'afficher, mais Camera Raw. Mais je retrouve également tous les réglages que j'ai fait dans Photoshop. Donc, dans Lightroom, pardon. Donc, même en étant dans Photoshop, l'objet dynamique me permet de retrouver tous mes réglages au développement. Il va sans dire que si je les modifie ici, que je retourne dans ma photo dans Lightroom, bien sûr, toutes ces corrections seront prises en compte. L'autre intérêt d'utiliser les objets dynamiques, c'est par exemple, imaginons que je souhaite appliquer une autre correction sur cette image-là, par exemple pour les besoins de la vidéo. Je souhaite, par exemple, pourquoi pas, pardon, dézoomer un petit peu, je me suis aperçu que j'avais peut-être des petites taches sur l'objectif qui étaient éventuellement
présente. Naturellement, c'est là que j'en cherche que je ne vais pas avoir. Bon, par exemple, j'ai quelques insectes là qui sont passés devant, et je souhaite éventuellement nettoyer cette image de ces petits points noirs. Je ne peux pas directement intervenir sur mon objet dynamique avec l'outil de correction localisée. Donc je vais devoir fonctionner autrement. Pour cela, donc, je vais créer un nouveau calque qui va venir se placer au-dessus de mon objet dynamique. Je choisis l'outil correcteur localisé et je coche ici la case échantillonner tous les calques, c'est-à-dire qu'il va échantillonner le calque du dessous et reporter ses corrections sur le calque actif. Alt clic droit pour faire varier la taille de l'outil ici, et je viens cliquer sur les zones que je souhaite retoucher. Et ces corrections vont uniquement s'appliquer sur l'autre calque, sur le calque du dessus. Alors, voilà. Naturellement, il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà, donc mes corrections se sont appliquées uniquement sur le calque 1. Je vous masque le calque du dessous et vous pouvez voir mes deux petites retouches, ici et ici. L'avantage de cette méthode, eh bien, si je ne suis pas satisfait pour une raison ou pour une autre de mes retouches, je peux simplement effacer ce qui se trouve sur le calque ou jouer éventuellement sur son opacité pour mélanger l'image retouchée avec celle qui n'a pas été retouchée. Donc ça, c'est le premier intérêt. Enfin, l'intérêt de cette technique, elle permet de ne pas modifier l'image d'origine. Je conserve mon objet dynamique. Souvent, lorsque je n'ai pas plus de retouches à faire que ça dans Photoshop, je viens de voir celui-ci, je me contente la plupart du temps d'appliquer juste deux petits réglages qui sont une accentuation de la netteté avant redimensionnement et éventuellement l'application d'un effet Orton. Ici, comme j'ai déjà apporté des modifications à mon image, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel objet dynamique. Pour cela, je sélectionne mes deux calques, je fais un clic droit et je clique sur Convertir un objet dynamique. Donc, je retrouve un nouvel objet dynamique, et là, juste pour les besoins de l'exemple et assez rapidement, je vais juste ici appliquer une petite action sur la netteté. J'aurai peut-être également l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur la création des actions dans Photoshop. Il s'agit simplement de l'application d'un filtre passe haut sur un calque gris en mode incrustation. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une copie de l'objet dynamique qui a été créé ici également. Alors, quel est l'intérêt de ces objets dynamiques ? Eh bien, imaginons que je revienne sur mon calque 1, qui est un objet dynamique donc, et que je double-clique dessus. En double-cliquant dessus, il va ouvrir cet objet dynamique. Qu'est-ce qu'il y a dans cet objet dynamique ? On retrouve mon calque de correction que j'ai fait tout à l'heure. Et comme je vous l'ai montré précédemment, si je double-clique sur mon objet dynamique d'origine, il m'ouvre Camera Raw. Donc grâce à mes objets dynamiques, je peux venir retoucher mes images aussi longtemps que je le souhaite. Une fois que j'ai fait éventuellement mes retouches, j'enregistre ce fichier et les corrections viennent se reporter automatiquement dans ce nouvel objet dynamique. Une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire dans Photoshop, je fais simplement un CTRL-S pour enregistrer le fichier, et cette fois-ci, il va s'enregistrer au format PSD. Alors pourquoi du format PSD plutôt que du format TIFF ? Alors il y a une raison à ça, c'est pas le fait que l'un garde les calques et pas l'autre, parce que les deux formats conservent les calques, c'est juste que j'ai remarqué que le PSD avait tendance à être un petit peu plus léger que le TIFF, de manière toute relative, parce que dès qu'on commence à utiliser les objets dynamiques un petit peu comme ça en cascade, le poids du fichier augmente de manière significative. Une fois que j'ai fini dans Photoshop, je ferme mon fichier, et si je retourne dans Lightroom, et que je repasse en mode gris, j'ai mon image d'origine ici en DNG, et mon fichier ici en PSD à côté, tous les deux dans une même pile. Donc j'ai toujours accès, d'une part,
à mon fichier original Lightroom et mon fichier PSD. Et si je fais de nouveau clic droit, modifier dans, et que cette fois-ci je demande simplement modifier dans Adobe Photoshop, il va me demander ce que je souhaite faire. Et ici, je vais choisir modifier l'original. Ça veut dire qu'il va juste m'ouvrir le fichier PSD tel que je l'ai laissé tout à l'heure dans Photoshop, c'est-à-dire avec ses objets dynamiques, avec ses calques. Donc je peux continuer à travailler sur cette image-là. Une fois que je suis satisfait de mes images et que je les ai éventuellement un petit peu retravaillées dans Photoshop, et ben, en général, ce que je fais, c'est que je viens les ajouter à ma collection. Ici, je viendrai les ajouter à la collection campagne. Comme ça, lorsque je viendrai faire des recherches d'images, j'aurai plusieurs possibilités. Soit je viendrai filtrer en fonction des collections, soit je pourrais venir filtrer en fonction des mots-clés que j'ai attribués à cette image. Il me reste une dernière chose à faire, c'est l'exportation. Pour l'exportation, donc je choisis mon fichier PSD, je fais clic droit, exporter, et j'ai configuré quelques paramètres prédéfinis d'exportation. Il faut noter que ce qui est intéressant aussi avec Lightroom, c'est qu'on peut exporter en une seule fois des fichiers avec des réglages différents. Par exemple, si je clique sur exporter, je vous montre ça, moi j'ai créé deux paramètres prédéfinis. J'ai un paramètre prédéfini qui s'appelle export vidéo, ce sont les photos que vous voyez dans mes vidéos. Ces photos, je les garde à leur taille d'origine. Et j'ai un deuxième paramètre prédéfini qui s'appelle Web 1800 qui va enregistrer ces photos à une définition de 1800 pixels sur le plus grand côté. Donc je peux demander à Lightroom d'utiliser ces deux paramètres prédéfinis lors de l'export, et il me demandera au moment de l'export, il va me demander en fait dans quel dossier je souhaite enregistrer ces images. Je lui indique les dossiers et il vient dans chacun des dossiers exporter mes photos en fonction des paramètres qui sont enregistrés dans ces deux paramètres prédéfinis. Ce qui est un gain de temps non négligeable. Voilà, de manière assez rapide et assez claire, je l'espère, mon flux de travail entre Lightroom et Photoshop. J'espère que vous y aurez appris quelques petits trucs et que ça pourra aussi vous donner quelques idées sur la façon d'organiser votre travail entre Lightroom uniquement et éventuellement avec Lightroom et Photoshop. Je vous invite comme d'habitude à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à y mettre un petit j'aime. En attendant de vous retrouver en extérieur, je l'espère, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. Salut!